est meilleure par rapport à... Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, en anténatal, il faut s'assurer du bon suivi de la grossesse. Rechercher, ou alors, bon, nous sommes des pédiatres, mais il faut s'assurer que la supplémentation en fer folette a été faite. Le malade a pris ses doses de TPI et dans le cadre des incompatibilités reçues, il y a une prévention à l'immunisation qui s'est faite soit au niveau de la 21e semaine ou alors en 72 heures postpartum au niveau du premier accouchement ou en cas d'avortement chez toute femme résus négatif. Il est aussi conseillé dans d'autres sociétés de faire absolument le RAI pendant les CPN chez toutes les mères. Donc, on fait le RAI chez la mère, typage, bon, le phénotype complet et puis compatibilisation nécessaire si les RAI sont positifs. À la naissance, dans la prévention, il faut faire un accouchement prudent et éviter l'élimination moyenne du placenta. Aujourd'hui, nous savons que c'est la délivrance assistée du placenta comme méthode privilégiée. À la naissance, il faut absolument administrer la vitamine K, 1 mg en IM, 2 mg. Si nous recevons un nouveau-né en transfert d'un district, je ne sais pas, Kaolack, je dis n'importe quoi comme ça, si on n'est pas sûr, du moins de Albert Royer, de façon systématique, le nouveau-né arrive, on lui met sa vitamine K. Il faut insister sur l'allaitement maternel. Nous avons vu hier ses avantages sur le plan immunologique et autres. Il faut éviter les prélèvements répétés. Et si possible, on peut utiliser les prélèvements avec une microméthode, c'est-à-dire 1 millilitre par prélèvement de tube adapté. Ou alors, il faut regrouper l'ensemble des prélèvements à faire. Bon, dans le cadre des hémolyses constitutionnelles, il faut faire un conseil génétique. Et nous allons parler du clampage retardé du cordon, comme nous l'avons plus haut, qui est très important dans le sens où il peut améliorer le bilan en fait, du nourrisson jusqu'à 1 an après la naissance. Donc, nous avons cette image qui nous montre un peu la distribution du sang entre le nouveau-né et le placenta en fonction du délai de clampage à la naissance. En abscisse, on peut voir le temps du clampage du cordon. En ordonnée, on peut voir le volume sanguin du nouveau-né. Donc, en haut, c'est le placenta. Voilà. Donc, lorsqu'on attend par rapport au clampage du cordon, on peut voir que le placenta se vide progressivement de son sang. Plus on patiente, le placenta est en train de se vider. À 2 minutes, on voit qu'il y a déjà eu un transfert important de sang. Et après 2 minutes, le placenta est totalement vidé et le nouveau-né est rouge. Donc, nous savons que dans la littérature, environ 50 à 125 ml de sang sont transfusés du placenta vers l'enfant. Donc, les 3 quarts se passent à la première minute. Donc, le reste va se passer sur les minutes qui vont suivre. Donc, il est conseillé de retarder d'au moins 1 à 2 minutes avant de clamper le cordon. Maintenant, s'il y a des contre-indications, coupe le cordon pour procéder à la réanimation, ou bien dans le cadre des nœuds au cordon, ou bien dans le cadre du syndrome transfusé, il n'est pas indiqué de faire un délai de clampage. Donc, à la naissance, les faibles poids de naissance, il faut faire une supplémentation systématique en fer. Dès que la tolérance alimentaire nous le permet, donc chez les moins de 1500 grammes, il faut donner le fer 2 à 4 mg par kilo par jour pendant 1 an. Et chez les faibles poids de naissance qui ont plus de 1500 grammes, il faut donner 2 à 4 mg par kilo pendant 6 mois. Chez le prématuré, nous avons vu, chez les très grands prématurés, on peut donner l'érythropoïétine. Chez le nouveau-né à terme, à la naissance, il faut préconiser ou alors renchérir sur l'alimentation maternelle exclusive. Il faut enrichir l'alimentation et corriger les carences maternelles. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l'anémie du nouveau-né est une pathologie fréquente, dont l'étiologie est dominée par les causes hémolytiques. La prise en charge doit être immédiate car le pronostic vital peut être mis en jeu. Donc, elle peut nécessiter très fréquemment une transfusion sanguine non dénuée de risque, pouvant être réduite avec une rigueur particulière, aussi bien dans les indications transfusionnelles que le choix du produit sanguin à transfuser. Nous avons la bibliographie. Mettez-nous la bibliographie.
D'accord. En fait, je regardais juste quand vous faites des bibliographies par rapport à une question, vérifiez toujours les recommandations des sociétés de pédiatrie. Ça peut vous aider. Tout à l'heure, je vous enverrai un document sur les recommandations de la société de pédiatrie, de néonatologie par rapport à l'utilisation de l'érythropoïétine. Mais moi, je trouve que c'est un excellent cours, vraiment, qui a été très, très, très bien présenté. Il y a des choses à dire, c'est clair. On va peut-être faire sûrement de petites remarques, mais vraiment, ça a été bien présenté. On sent l'implication, la recherche qu'il y a eu derrière. C'est très, très riche comme cours. Hein. Moi, je suis bien contente. Donc, félicitations pour la forme. Je commence par les félicitations. Quand c'est très, très bien, je le dis hein, tout de suite. Sur la forme et puis bon, le fond pour l'ensemble du cours. Mais la forme, je pense, c'est la personne qui a présenté qu'il faut féliciter. Docteur Abdou Aziz, je crois que tu es là. Oui, je suis là. Oui, on va procéder de la même façon qu'hier. On va d'abord donner la parole aux autres membres du groupe pour pour des compléments, si jamais il y en a. Et ensuite, je donnerai la parole au DS. Et avant que les seniors, Dr Abdou Aziz et moi-même, il y a Dr Ndiémé qui s'était connecté, mais qui a une petite urgence, qui va se reconnecter avant qu'on donne nous nos inputs. Alors, le reste du groupe, tu peux afficher la première diapo pour que je vous vois encore les noms. Parce que oui. Bonjour, bonjour professeur. Oui. Oui, bonjour. Bonjour professeur. Oui, on n'a pas de complément à apporter. Elle a été fidèle à la présentation. Donc, la présentation. Voilà. D'accord. Est-ce que les autres membres du groupe, vous avez les DS, est-ce que vous y a des interventions? Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a sur l'eau. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, bonjour. Merci à l'équipe de Pascal et félicitations pour la présentation. Ça a été assez clair. Et surtout par rapport aux indications de transfusion, c'est vrai que tous les jours, c'est le casse-tête. Est-ce qu'il faut transfuser? Est-ce qu'il ne faut pas transfuser? Bien vrai que vous avez donné les recommandations de l'autorité de santé, mais n'empêche, parfois, je pense aussi que c'est la pratique et l'examen clinique qui va plus guider. Mais je voulais aussi revenir par rapport à la CAT d'urgence devant un choc hémorragique. On peut avoir ce diapo? Elle a dit qu'on transfuse 10 ml kilo en 3 à 4 heures. Je ne pense pas. Parce que s'il y a une urgence, un choc hémorragique, je pense que la durée de transfusion devrait être beaucoup plus raccourcie. Et dans certains services, même, on vous dit de donner la moitié en flash en 10-15 minutes et le reste sur 1 heure. Donc, je pense qu'il faudrait revoir cette partie. On ne peut pas, devant un choc hémorragique, allonger la transfusion sur 3 à 4 heures. Voilà, c'était ma seule contribution. Sinon, je remercie le groupe. Merci. Pascal, qu'est-ce que tu as à répondre? Merci, Sornok. Pascal, qu'est-ce que tu as à répondre à la contribution de Sornok? Allô, professeur? Oui, effectivement. C'est l'âme? Oui, d'accord. Tu veux répondre? Oui. D'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Sokna quand on était à Pékin, c'est ce qu'on faisait effectivement. Dans le choc avec un CMA actif, on disait que c'était ça la conduite. Il fallait donner la moitié sous 10 à 15 minutes